Anywho, I'm just trying to let y'all know how grateful I am. I was a goner, and y'all saved me. You want to show me how grateful you are? Get in there! Shut up! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Festival des bons films, première émission d'une saison 2. Déjà d'abord avec une émission qui sera segmentée en six parties parce que bon, les longues émissions d'une heure et demie ça peut faire un peu peur. Mais surtout avec notre site officiel, oui enfin, on l'a enfin lancé, où vous pourrez retrouver tout l'univers du Festival des bons films à l'adresse suivante, donc festivaldesbonsfilms.com, tout attaché. Où vous pourrez retrouver donc à la fois toutes les émissions qu'on a enregistrées, mais également d'autres petits articles que Marc et moi nous avons pu écrire. Donc pour cette première émission de la saison 2, nos invités seront d'abord Clara de Golden Moustache. Bonjour. Nous aurons Nicolas de Istasia. Bonjour. Également Nicolas encore, un deuxième Nicolas de Filmosphère et Screenmania. Bonjour. Et ensuite, Marc, comme toujours, qui écrit également sur Filmosphère, mais aussi Les Carnets du Lieutenant Schaeffer. Bonjour. Et moi, vous pouvez me retrouver à la fois sur Club Web et Filmosphère. Évidemment, n'hésitez pas à réagir sur YouTube, Facebook, Twitter et désormais Sens Critique, car nous avons maintenant une page sur ce nouveau réseau d'amoureux du cinéma. Donc, pour cette nouvelle mission, donc, en sélection, nous avons donc, nos 4 films qui sont partagés soit entre les États-Unis, soit au Japon. Donc, tout d'abord, Les 8 salopards de Quentin Tarantino, Creed, l'héritage de Rocky Balboa de Ryan Coogler, Le garçon et la bête de Mamoru Hosoda et Les délices de Tokyo de Naomi Kawase. Pour le FDBF Classics, Marc a choisi La chevauchée des bannis d'André de Tos, ouais. qui est ressorti, restauré au début du mois de janvier. Et nous aurons évidemment à la fin la rubrique hors compétition avec le coup de cœur de nos invités. Mais tout d'abord, en ouverture, pas de débat malheureusement, mais un retour malheureusement sur la véritable hécatombe qu'il y a eu lieu durant le mois de janvier avec un hommage à nos chers disparus. On doit avouer qu'avec Marc, on a longtemps hésité à trouver le sujet pour commencer. Est-ce que c'était un débat ou quoi d'autre ? Mais finalement, l'actualité s'impose à cette rubrique pour le coup. Et nous voulions en fait rendre hommage à 6 grandes figures marquantes du cinéma qui ont disparu durant ce triste mois de janvier 2016. Alors tout d'abord, nous allons revenir avec toi Nicolas qui va nous parler de Vilmos Zsigmond, disparu le 1er janvier 2016, notamment avec La Porte du Paradis de Michael Cimino. Oui, tout à fait. Alors, La Porte du Paradis, c'est sûrement le plus grand film de Michael Cimino. C'est, bon, grosso modo, le pitch, même si c'est quand même c'est une fresque qui est très vaste, donc pour résumer, c'est un peu compliqué, mais grosso modo, c'est l'affrontement entre des migrants européens et des propriétaires terriens américains. Donc, c'est un peu les fondations de l'Amérique moderne, sous forme plus ou moins de western. Donc voilà, c'est un très grand film. Alors, pour parler de Vilmos Zsigmond, il y avait le choix, beaucoup de choix même dans sa filmographie. Collaboration, que ce soit De Palma, Spielberg. Oui, Cimino, Boorman. Altman, oui, c'est sûr. Le choix, il était vaste. Pourquoi La Porte du Paradis ? Parce que je pense que c'est avec Rencontre du troisième type, peut-être le film sur lequel il a fait un travail le moins réaliste, on va dire. En fait, je pense qu'il a composé la photo de ce film en essayant de refaire de chaque plan un tableau, donc avec des couleurs ocre. Ça a apporté sûrement au niveau des films qui ont suivi après une espèce d'empreinte visuelle sur comment retranscrire l'ambiance d'une époque. Il y a un côté extrêmement nostalgique avec ses choix de couleurs. Donc voilà, C'est ce film marquant, déjà important de Michael Cimino, mais aussi film tout simplement de grand cinéma, quoi. Oui, déjà. En plus, de toute façon, La Porte du Paradis, dans l'histoire du cinéma, c'est une date. Hein, c'est la fin d'un grand studio. C'est une épopée aussi bien devant que derrière la caméra. C'est la fin de la carrière de Cimino, plus ou moins, de toute façon. Donc son ultime chef-d'œuvre. Voilà, je pense que pour moi, c'est un film majeur. Ça représente peut-être pas forcément le travail de Zsigmond, du coup. Parce que c'est quand même assez particulier, mais c'est sûrement ce qu'il a fait de plus beau. Voilà, donc La Porte du Paradis, que l'on peut retrouver notamment édité chez Carlotta, donc dans la version restaurée de 3h, 3h30,
c'est un gros film et grand film, donc à découvrir le plus rapidement possible. Ensuite, c'est le 4 janvier que là est parti un de nos plus grands acteurs, donc Michel Galabru. Donc là, c'est toi Marc qui va revenir dessus. Donc on s'en souvient surtout l'adjudant Gerbert dans la saga des gendarmes à Saint-Tropez. Mais toi, tu as voulu revenir sur Le Juge et l'Assassin de Bertrand Tavernier, ouais. pour lequel il a reçu notamment le César du meilleur acteur. Voilà. Le Juge et l'Assassin, c'est l'histoire dans la France du fin du 19e, c'est l'histoire de Bouvier, qui est une sorte de gars un peu malade mental, qui s'est tiré 2 balles dans la tête à la suite d'un chagrin d'amour, et qui entreprend une série de meurtres dans l'Ardèche, et sur lequel enquête un juge qui est évidemment Philippe Noiret. Donc, c'est un des plus grands films de Bertrand Tavernier. C'est un film très ancré dans son temps, c'est très anarchiste, c'est très le Tavernier de l'époque. Pour ceux qui ont vu L'Horloger de Saint-Paul, c'est un peu le même ton, on sent le Tavernier un peu anarchiste de l'époque, parce que évidemment le personnage de Galabru est très, très anarchiste, très contre la société, face à un Noiret qui représente les bonnes mœurs, etc. Mais ce qui est plus intéressant encore, c'est que ça reste malgré tout un film d'actualité, c'est-à-dire que c'est déjà d'actualité quand Tavernier l'a traité dans les années 70, alors qu'en plus ça se passe dans les années 1890, mais ça l'est encore aujourd'hui, ça reflète encore une réalité d'aujourd'hui, des dissensions, des différences d'aujourd'hui. Et puis non, de manière plus triviale, c'est probablement le plus beau rôle que je connaisse de Michel Galabru, qui arrive quasiment à voler la vedette, qui vole la vedette, on va pas le cacher, qui vole la vedette à Philippe Noiret. Et avec en plus un beau casting, parce qu'en plus de Noiret, il y a Isabelle Huppert et Jean-Claude Brialy. Donc voilà, c'est absolument à voir. C'est un grand film français, je pense le plus grand de son auteur avec Coup de torchon. Donc c'est absolument à voir pour ceux qui veulent découvrir Galabru, qui est une plus riche filmographie On devrait bien le croire. Voilà, qu'on le croit. Et donc voilà. Voilà, donc en dehors du cinéma populaire, donc Le Juge et l'Assassin, le Blu-ray est disponible chez Studio Canal. Donc en plus, il est dans les petites promos Voilà. en ce moment sur certains sites. Donc n'hésitez pas à vous le procurer. Donc Le Juge et l'Assassin de Bertrand Tavernier avec le regretté Michel Galabru. Donc ensuite, Nicolas, on passe à toi. Où le 10 janvier, là, ce n'est pas que le cinéma qui pleure un de ses acteurs, c'est aussi la musique, un de ses plus grands musiciens qui est David Bowie, l'immense David Bowie. Et ton choix, en fait, s'est porté sur Furio, alias Merry Christmas Mr. Lawrence de Nagisa Oshima. Oui, en effet. Alors, le pitch rapidement, c'est l'histoire de prisonniers anglais qui sont prisonniers sur une île japonaise. Donc cette relation en fait entre le personnage de David Bowie, qui est un soldat anglais, et le chef de camp qui est interprété par Ryuichi Sakamoto, le célèbre musicien. Donc en fait, pourquoi j'ai choisi Furio ? Parce que déjà l'histoire, c'est pas forcément le meilleur film de Nagisa Oshima. C'est un film qui a pas mal vieilli quand même, mais c'est un film qui est un film pour moi de découverte, parce que j'ai découvert Bowie acteur, alors que je le connaissais déjà en tant que chanteur forcément, j'ai grandi avec sa musique qui m'a accompagné pendant pas mal bonne partie de ma vie, comme beaucoup de monde je suppose. J'ai choisi ce film parce que c'est un film qui m'a vraiment bouleversé dans la relation ambiguë entre le personnage de Bowie et le personnage de Ryuichi Sakamoto. C'est aussi un film que j'ai découvert en fait à travers sa BO. En fait, j'avais jamais entendu parler de ce film de Nagisa Oshima. Je connaissais très peu de Nagisa Oshima à l'époque, et donc j'étais tombé sur le morceau Forbidden Colors, qui a été composé par Ryuichi Sakamoto, qui fait la BO du film, et qui est interprété par David Sylvian. Donc ça m'avait étonné que justement Bowie ne chante pas, qu'il avait refusé de chanter en fait ce morceau. Et j'étais vraiment tombé amoureux de ce morceau, et à travers ce morceau, je suis vraiment tombé amoureux de ce film en fait. Voilà, donc c'est vraiment un film qui m'a bouleversé à l'époque. Voilà, en plus il était ressorti l'an dernier en 2015 en version restaurée, mais sinon pour l'instant il est disponible en DVD chez Backfilm. Donc Furio alias Merry Christmas Mr. Lawrence, voilà, je vais avoir du mal. Mais aussi également David Bowie, c'est aussi Black Star, son dernier album. Donc n'hésitez pas à l'acheter. Donc c'est pas juste parce que c'est le dernier album de David Bowie, mais c'est surtout un très très bon album de musique à la fois moderne et puis qui propose encore une nouvelle chose, alors que Bowie justement il était censé avoir passé l'âge de proposer des choses neuves, mais maintenant c'est encore un artiste qui sait se renouveler. Donc toi Clara, on va passer à toi avec Alan Rickman, donc grand acteur du cinéma populaire qui a disparu donc le 14 janvier. Et toi, donc, plutôt que les Die Hard et les références classiques au Harry Potter, tu as choisi Galaxy Quest. Parce que c'est pas une référence classique, Galaxy Quest. C'est moins connu, je pense, mais c'est justement, il faut le mettre en avant. Quelle chance! Il faut le mettre en avant, justement, pourquoi ce film-là, pourquoi Galaxy Quest pour Alan Rickman? Alors,
Galaxy Quest, pour en parler assez rapidement, c'est l'histoire de l'ancien cast d'une série de SF Star Trek-like qui, en gros, a pas réussi à faire grand-chose après et donc, du coup, vivote en faisant des dédicaces dans des conventions et fait le tour un peu des Comic-Con pour aller prendre des photos payantes avec les fans, en gros. Donc ça rassemble une petite bande entre l'ancienne superstar de la série, Sigourney Weaver qui vient faire une petite mise en abîme, et Alan Rickman qui lui aussi est dans un registre comme ça d'écho avec la vie réelle puisqu'il passe son temps à rappeler qu'il a été à la Shakespeare Company. Donc Alan Rickman, immense comédien de planche, de comédie musicale, metteur en scène, sommité de toute la scène théâtrale londonienne, etc. S'est mis à faire du cinéma avec un rôle qui est dans votre film préféré à tous, qui est Die Hard. Que moi j'ai vu l'année dernière et que j'aime pas, désolé. Mais bon, bref. Mais en dehors de ça, il a fait 2-3 autres petits trucs. Donc il a fait Love Actually et surtout, pour moi, il en a fait 2, qui sont Dogma et le film dont on parle aujourd'hui, qui est Galaxy Quest, et qui en fait est un film qui se fout de la gueule de la SF, tout en lui faisant un énorme câlin, en lui disant que finalement on s'aime bien. Un des trucs très très marquants dans le rôle de Alan Rickman dans ce film-là, c'est notamment par rapport au rôle qu'il joue dans la fausse série, il avait des répliques complètement clichés et absurdes, et en fait il en peut plus parce que tous les fans n'ont retenu que ces répliques-là qui sont alors par le marteau de machin, je sais pas trop quoi. C'est un peu le Monsieur Spock de la série pour le coup. Exactement, c'est le Monsieur Spock de la série et lui ne fait que rappeler qu'il est un putain de grand comédien. Ça y est, j'ai lâché mon premier gros mot, je suis désolée. Et ça commence. Qu'il est un grand comédien. Et donc il y a vraiment un parallèle hyper intéressant entre Alan Rickman, immense comédien de scène et dramaturge, etc., et ce rôle-là, et en cette période de nomination des Césars et des Oscars, etc., nous allons rappeler cette petite phrase qu'il a dite un jour où il était particulièrement inspiré, à savoir « Ce ne sont pas les comédiens qui gagnent des prix, ce sont les rôles. » Monsieur DiCaprio, voilà. Petite référence à lui. Donc Galaxy Quest, donc le DVD pour l'instant, il n'y a pas de Blu-ray, mais le DVD est disponible chez Universal DreamWorks. Et donc, et il y a une nuit au Max Linder le 20 février. Voilà, donc si vous êtes sur Paris, si vous êtes à Paris, allez au Max Linder, pour découvrir la nuit à Alan Rickman. Exactement. Donc... Galaxy Quest, Dogma et Die Hard. Voilà. Donc il y a 2 bons films sur les 3, c'est déjà pas mal. À vous de découvrir lesquels. Et donc moi, pour donc clôturer cet hommage, je reviendrai donc à la fois sur 2 réalisateurs. Donc tout d'abord l'italien Ettore Scola, qui a disparu le 19 janvier 2016, notamment avec le film Une journée particulière, où c'est l'histoire de 2 solitudes qui se rencontrent. On a d'abord Sophia Loren, qui est une femme au foyer esseulée, et puis un petit peu abandonnée par sa famille ce jour-là, et qui rencontre un voisin de palier plutôt séduisant, et puis ça aide quand on est Marcello Mastroianni. Et c'est un film très très beau, puisque c'est d'une manière dont la façon dont les personnages sont écrits, mais en même temps le contexte historique auquel le réalisateur a rajouté à son histoire, puisque ça se situe ça se déroule le jour où Hitler fait sa visite à Rome. Donc il y a tout le contexte fasciste qui rajoute encore plus de poids sur l'histoire, et c'est un film très très beau que je vous conseille de voir impérativement. Et également ensuite côté France, dernièrement, donc c'est Jacques Rivette, donc grande figure de la nouvelle vague, qui a disparu le 29 janvier 2016. Putain, c'est terrible cette liste de personnages disparus. Donc cinéaste important, français, mais également un critique qui n'avait pas trop la langue dans sa poche, puisque dans ses grandes déclarations, on peut découvrir que, comme son ami Godard, il trouve que le Titanic je vois Nicolas qui va s'effondrer, que le Titanic est un film nul, que son réalisateur n'est pas bien méchant, mais ce n'est pas une ordure comme Spielberg, ou encore que Kubrick ne sait pas filmer les sentiments ni les émotions. Donc, voilà. On aime ou on n'aime pas, mais... Il y a de l'idée, hein. Moi, Sans commentaire. Il y a de l'idée, il y a de l'envie. Oh, sur Cameron, c'est assez vrai. Bon. Sans commentaire. Sans commentaire. Mais en tout cas, pour ces films, je vous conseille notamment de voir soit L'amour fou ou La belle noiseuse, ou sinon il y a le coffret Out One, donc un film de 12h53 qui est sorti, donc disponible chez Carlotta, donc un coffret 6 Blu-ray et 7 DVD, qui est sorti en 2015. Vous pouvez toujours vous le procurer. C'est une expérience cinématographique assez particulière, mais qui a le mérite d'être vue. Et donc voilà, nous voulions rendre hommage à tous ces disparus du mois de janvier 2016 dans cette première émission du Festival des bons films, édition 2016. numéro 2, 2016.